bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Merci, je vais essayer d'être concise, hein, ça ne va pas être évident. Je vais vous parler de mon expérience professionnelle, bien sûr, et à travers cela, vous allez normalement avoir une idée des différents types de marketing que l'on peut faire dans le secteur du jeu vidéo. Rapidement, je me présente, hein, je suis donc Mélissandre, je travaille dans l'industrie depuis une quinzaine d'années. J'ai eu la chance de travailler pour des grosses structures au départ, comme Activision Blizzard, Capcom, Wargaming, et puis également des studios indépendants. Donc j'ai une vision un petit peu plus globale que peut-être certaines personnes qui sont restées que dans des grosses structures ou dans des petites structures, parce que les méthodes de travail diffèrent énormément. Voilà, en gros, je vais essayer de vous partager un petit peu les méthodologies et puis bien sûr vous raconter mon parcours, mais ce n'est pas le plus important, c'est plus ce qu'il y a à comprendre. Alors j'ai fait des études comme vous, alors pour certains de commerce, après un bac scientifique, technologie des systèmes automatisés. J'insiste parce que c'est un diplôme en fait où il y a très très peu de filles, on est en général deux filles par classe, donc j'étais déjà baignée dans un environnement très très masculin, puisque vous le savez, le jeu vidéo est aussi très masculin. Après mes études donc, de bac scientifique, j'ai fait un BTS force de vente qui m'a permis de comprendre en fait le terrain pour toutes les personnes qui souhaitent faire du marketing. Là, je le dis aujourd'hui, mais on me l'avait dit moi à l'époque, c'est très important de comprendre en fait le terrain. C'est-à-dire de comprendre comment on vend un produit à une société ou à un particulier, mais bon, c'est plutôt à des sociétés en B2B, on va dire, et comprendre la documentation ou du moins je cherche le mot, les outils, voilà, les outils commerciaux qui sont nécessaires pour permettre au commercial de bien faire son travail. Donc c'est ce que m'a permis de faire ce BTS force de vente avec des expériences de vente de loisirs créatifs, également de talents informatiques en SS2I. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite, après mes études de force de vente, j'ai également fait un master marketing d'abord, en 2 ans, qui avait la particularité d'être en alternance. Et donc, je travaillais 2 jours ou 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours de cours, quelque chose comme ça. C'était une école donc basée à Paris et dans ces 2 années d'études, j'ai eu la chance de travailler dans le secteur des cosmétiques de luxe, hein, qui est très sympa quand on est une nana, mais également dans le secteur du jeu vidéo, loisirs interactifs. C'était une société qui s'appelle Hanuman Interactive, peut-être vous avez entendu parler, qui à l'époque était toute jeune. Et j'ai travaillé pour elle en tant que chef de produit marketing. Donc je vais commencer là tout de suite à parler un petit peu de mon expérience. Ah non, je finis juste le cursus. Après les études marketing, j'ai fait un master en communication, médias, publicité, corporate. Parce qu'il est très important de savoir communiquer bien sûr aux consommateurs, mais il est aussi très important de pouvoir communiquer en B2B, en business to business. Et notamment quand il y a des communications de crise à faire sur différents points. Mais voilà, mon parcours, en fait, je l'ai voulu assez 360 degrés. C'est un peu ce que propose votre école, en fait, d'avoir une panoplie de savoir-faire. Et moi, c'est comme ça que j'avais conçu également mon expérience et mes études, en tout cas, pour ensuite la lier avec mon expérience professionnelle par la suite. Donc je reprends à Hanuman Interactive, qui était un studio indépendant. Enfin, c'est pas un studio, c'est pas tout à fait ça. C'était une entreprise en fait qui vendait des loisirs créatifs, donc notamment des jeux comme des jeux d'échecs, mais également des softwares pour apprendre, par exemple, à parler anglais, pour faire son album photo, pour faire du point de croix. Et moi, mon rôle, c'était en tant que chef de produit junior, c'était en fait de tester les softwares que j'avais entre les mains. Ensuite, d'écrire carrément en fait le mode d'emploi, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de modes d'emploi en fait dans les jaquettes, et ensuite travailler sur le packaging, c'est-à-dire essayer d'étudier en fait les packaging des compétiteurs, des concurrents, merci. Oui, je vais faire peut-être beaucoup de franglais. Des concurrents pour voir comment mon produit pouvait mieux ressortir par rapport à eux. Donc ça supposait
d'avoir une bonne connaissance en fait, de son produit, de bien étayer en fait, ce que faisait la concurrence pardon, avec les différentes gammes de couleurs qui pouvaient être utilisées, comment ressortir, mais également pouvoir offrir par exemple un objet promotionnel avec la jaquette de jeu qui pourrait faire la différence avec un concurrent qui, lui, n'avait juste que le jeu à transmettre. Et donc, c'était toutes ces petites choses-là que je devais voir. Il y avait pas mal de travail de brainstorming en équipe, notamment pour les packaging. Donc, le packaging, je vais revenir parce que j'ai pas mal travaillé sur les packaging, où là, on se donnait plein d'idées. Et puis, au final, avec le graphiste, on arrivait à un résultat. Je passe très vite cette expérience parce que bien qu'elle était très enrichissante, en fait, je vais la reprendre un peu plus en détail avec mon travail chez Activision et Capcom. Donc je vais faire 2 en 1 pour aller un peu plus vite et vous laisser le temps de poser des questions. Donc vous connaissez tous bien sûr les jeux vidéo. Donc là c'est un exemplaire de Resident Evil, Capcom, mais je vais commencer par Activision parce que dans mon cursus professionnel c'est Activision par lequel j'ai commencé réellement à intégrer le secteur du jeu vidéo à proprement parler. Donc, à Activision, j'ai travaillé en Angleterre. En fait, j'ai quasiment mon parcours professionnel quasiment s'est fait à Londres, parce qu'après mes études, je suis partie et il n'y avait pas beaucoup d'emplois en France et donc du coup, je suis restée à Londres pendant 8 ans. Donc, à Activision Blizzard, je suis restée 3 ans. Pour cette entreprise, j'ai été Creative Services Project Coordinator. Donc ça veut dire en gros que j'étais chef de projet sur les assets créatifs de l'entreprise. Et nous, ce qu'on appelait assets créatives, c'est en fait tout ce qui allait toucher au packaging, à ce qu'on appelle les point of sales, donc comment on les appelle en français? Non? Point of sale, ça vous dit rien. Donc les éléments sur le lieu de vente, en fait, par exemple des standees, quand vous allez au cinéma et que vous avez un personnage géant, voilà, c'est ce genre de choses. Ou en décoration à Noël, vous avez plein de boîtes décorées avec les jeux. Enfin voilà, c'est tout ce qui sert en fait à promouvoir un produit et qui donne de la visibilité au produit, tout simplement. Donc le packaging en fait partie. Et la façon dont je travaillais pour Activision, c'était assez spécial. On appelle ça le travail en matrice. Donc je vais passer rapidement dessus pour que vous compreniez un petit peu la façon dont on travaille pour ce type d'entreprise quand on a des produits comme ça à faire imprimer en plusieurs langues. Donc j'étais d'abord sur un poste pivotal, comme on dit, c'est-à-dire que j'étais en collaboration avec énormément de personnes, que ce soit des personnes hiérarchiquement plus élevées ou même moins élevées que moi, et également en transversal. Donc, les gros points, c'est que dans ces personnes-là, il y avait bien sûr ce qu'on appelle en anglais la head office, donc c'est-à-dire l'entreprise en fait mère, qui à Activision était basée aux États-Unis, qui me donnait les assets. Donc les assets, ça va être les visuels notamment, les textes, tout ce dont j'ai besoin en fait pour recréer le packaging dans toutes les autres langues. Et je travaillais ensuite avec les agences créatives. Donc les agences créatives, elles devaient tout mettre en ordre dans des templates. Les templates, c'est ce que vous voyez en fait. Là, vous voyez oui, je ne sais pas pour certains. En fait, ça, c'est une template pour oui. Et on avait la même chose pour PS3, on avait la même chose, enfin PS2 à l'époque, PSP, toutes les consoles, Nintendo, etc. Et ensuite, je devais m'assurer que les éléments importants, comme le rating d'un jeu, parce que vous savez que les jeux ont des ratings, et surtout à l'époque, tout était imprimé, donc ce n'était pas du jeu digital, tout était respecté, ainsi que les éléments qui pouvaient être intégrés au jeu. Par exemple, sur ce jeu-là, Resident Evil The Dark Side Chronicles, on a ce qu'on appelle un Wizapper. Un Wizapper, c'était une sorte d'arme pour tuer les zombies, quoi, que vous aviez chez vous et qui réagissait avec votre écran. Bon, excusez-moi, c'est un jeu, c'est pas un jeu Activision, mais c'est pour l'exemple. Alors, comment ça se passe réellement? Donc là, je vous ai parlé du packaging, mais en fait, un jeu, c'est un packaging, donc on appelle ça l'inlay. Ensuite, on a ce qu'on appelle le booklet. Donc le booklet, en fait, c'est comment on va jouer au jeu, les informations que vous avez besoin de savoir sur le jeu et les informations importantes sur l'épilepsie, enfin tout ce qui est maladie lorsqu'on joue trop, enfin voilà, toutes ces annonces-là.
Et parfois, on avait d'autres éléments, des livrets sur différentes informations. Voilà, c'est ce que vous trouvez généralement sur n'importe quel produit packagé. Mais ça, c'était mon métier, c'était de m'assurer en fait que pour chacun des jeux, dans toutes les plateformes et sur toutes les langues, on ait une cohérence totale entre les textes, les visuels et après les éléments qui pouvaient être différenciés selon le pays. Par exemple, en Angleterre, on a le BBFC rating qui est différent de l'Europe. En Europe, on a le PEGI rating. En Allemagne, on a le USK rating. Donc, toutes ces choses-là étaient à prendre en compte. Et par exemple aussi, en Allemagne, si je travaillais sur Call of Duty, je n'avais pas le droit d'afficher un élément avec une croix gammée parce que c'est interdit. Alors que sur les autres packagings, ça aurait été autorisé. Donc c'est tous les éléments de localisation, on appelle ça la localisation, c'est-à-dire pas que la traduction littérale des mots, du texte, mais aussi tout ce qui est important pour chaque pays à respecter. Donc, je vous parlais tout à l'heure des différentes personnes avec qui je travaillais. Donc, je vous ai dit la head office. Ensuite, il y avait toute la partie interne de l'entreprise qui était donc les équipes de brand management, donc les chefs de produits, chefs de marque de chaque pays, qui bien sûr avaient un droit de regard là-dessus. Il y avait également les équipes de QA, donc Quality Assurance, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui en fait testent les jeux et répertorient les bugs et en fait essaient de faire en sorte que le jeu, lorsqu'il est lancé, il sort sans bug. Il y a également la partie localization, donc ces gens-là en fait sont les personnes qui vont travailler sur les mots-clés dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, vous allez avoir des textes, des scénarios, des choses comme ça, avec des mots spécifiques qui appartiennent à l'univers du jeu. Si ces mots-là ne sont pas respectés sur le packaging, ça pose problème. On ne peut pas prendre un synonyme comme ça. Voilà, il faut utiliser l'univers du jeu et le vocabulaire qu'il y a autour du jeu. Ensuite, il y avait également la partie légale, parce que toutes ces mentions-là, en fait, il y a des mentions légales qui sont très importantes à respecter. Et puis, il y avait également tout ce qui était first parties et third parties. Donc, dans le jargon du jeu vidéo, first parties, c'est Sony, Microsoft, Nintendo. Et tout ce qui est third party, c'est les licences. Donc, si je travaillais sur un jeu Spider-Man, la licence, c'était Marvel. Et donc, j'avais bien sûr à travailler avec les gens de chez Marvel, de la même manière pour LucasArts, pour les jeux LucasArts, etc. Voilà, j'ai fait DreamWorks, Mattel, on avait beaucoup de licences. Et à côté de ça, bien sûr, il y avait mes agences avec qui je bossais. Et donc, tous ces gens-là, en fait, à un moment donné, doivent me donner ce qu'on appelle un approval. Un approval en anglais, donc c'est un accord pour me dire, voilà, la partie qui les intéresse, eux, est validée. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, le screening de chaque packaging est fait. C'est-à-dire que chaque personne va regarder si ce qui la concerne est bien écrit, bien positionné, bien rédigé, etc. Et en fait, figurez-vous que pour un jeu comme ça, sur 7 plateformes, 14 langues, ça représente plus de 150 paper parts, comme on dit. Donc, les paper parts, c'est tous les éléments de l'inlay, de disc label. Alors, le disc label, c'est... Bon, je pense que vous savez, j'ai pas le jeu, mais le disc label, c'est en fait bien sûr l'étiquette qui entoure le CD. Donc tout ça, c'est des paper parts et ça devait aller relativement vite puisque après partir en production pour ensuite être envoyé chez les distributeurs qui ensuite les revendaient, enfin les vendaient. Donc ça, c'est vraiment du project management et je vous en ai parlé un petit peu en détail parce que, à mon sens, c'est une des premières qualités à avoir dans le secteur du marketing, c'est d'être capable de gérer les projets et de gérer des projets qui soient très gros ou dans l'urgence. Donc ce type de travail, en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est, à mon sens, et au vu de mon expérience, c'est à mon sens vraiment une très très bonne école pour la gestion de projet, parce qu'on travaille avec beaucoup de calendriers, bien sûr. Moi, je travaillais en fait sur 3 ou 4 jeux en même temps, et je vous ai dit, 3-4 jeux en même temps sur 7 plateformes, sur 14 langues. Donc, vous voyez, ça se multiplie, quoi. C'est énorme. Bon, au bout de 3 ans, j'ai été vraiment rodée sur ce travail. J'avais besoin de plus, quoi, de faire plus. J'avais d'autres qualités à développer. Et donc, j'ai troqué mon CDI à l'époque, enfin là-bas, c'était un CDI, contre ce qu'on appelle un maternity cover contract. Donc, c'était un contrat, on va dire en CDD, pour remplacer quelqu'un qui était parti en congé maternité.
à une époque où la situation était assez houleuse à Londres, en fait partout en Europe, puisqu'il y a eu la crise. Et on n'y était pas tout à fait encore. Donc j'ai pris le risque, j'ai voulu travailler pour Capcom parce qu'en fait, ce poste-là m'a donné une envergure différente à ce que je pouvais faire. J'étais devenue responsable d'une équipe du marketing services, de l'équipe marketing services, donc j'avais des personnes sous ma responsabilité. Et puis, je gérais les négociations avec les agences, je gérais les négociations avec les tout ce qui était merchandising, etc. Tout ce que je ne faisais pas en fait à Activision. Et donc, par exemple, rapidement, tout ce que j'ai fait en packaging, je l'ai fait bien sûr. Alors non, ce que j'ai fait en packaging à Capcom, et là c'est intéressant pour vous, enfin il me semble, dans mon expérience, c'est que en fait, la façon dont je vous ai expliqué que je travaillais à Capcom, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on avait la maison mère qui était au Japon, et il y avait on va dire la deuxième maison mère qui est aux États-Unis. Et nous, on se retrouvait en Europe entre les deux. Et l'important dans le marketing aussi, c'est de savoir où sont les faiblesses des process. Donc, il y a toujours des process dans les grandes structures, et ça, c'est ce qui est intéressant à apprendre dans les grosses structures, et après à établir dans les petites. Mais à Capcom, du coup, on avait un process qui était bien en soi, mais qui ne marchait pas pour mon équipe parce qu'on était les derniers à recevoir les assets, que ce soit du Japon ou des États-Unis. Mais en général, on les recevait des États-Unis parce que le Japon les envoyait d'abord aux États-Unis. Et nous, on avait 14 langues à développer, alors que les États-Unis n'en avaient que 2, mais ils prenaient 3 mois pour le faire, et nous, on n'avait que même pas 1 mois pour tout faire. Donc, c'était pas juste. Donc, c'était pas juste pour mon équipe, c'était pas juste pour mes agences. Donc, j'ai demandé à mon directeur marketing de me permettre de faire un rapport montrant qu'on perdait de l'argent, du temps, de l'énergie, sur une problématique qui pourrait être résolue si on recevait les assets directement. C'est pas très simple de travailler avec le Japon et surtout de leur demander de changer des process qui sont là depuis des années. Donc je suis assez fière de cela parce que mon directeur marketing de l'époque m'a suivi sur cette démarche. Et figurez-vous que ça a été autorisé, donc on a zappé les États-Unis pour partir du Japon et avoir les assets directement. La grosse surprise, c'est que les assets étaient livrés en... Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec les logiciels de design, mais à l'époque, Illustrator perdait en vitesse parce qu'on avait InDesign qui arrivait. Et bon, le Japon, comme je vous disais, ils ont du mal à changer. En tout cas, les équipes des design là-bas avaient du mal à changer. Donc, on recevait tout en Illustrator, ce qui fait que ça faisait un travail monstrueux aux agences pour tout remettre sur InDesign qui était beaucoup plus simple. Mais bon, ça, c'était la découverte après mon succès, on va dire. Et du coup, les agences m'ont dit, bon, c'est pas grave, on peut s'en occuper. De toute façon, on gagnera quand même plus de temps. Et donc, on a fait banco, on va y aller comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, on gagnait la possibilité de travailler sur les packaging, mais de les créer de toutes pièces. Parce que parfois, les packaging japonais, ils ne correspondent pas tellement au type de packaging qu'on aime bien voir en Europe. Et de la même manière, les packaging américains, parfois, ne correspondent pas non plus. Donc ça reste toujours dans le thème de la localisation. Hein. C'est toutes ces petites choses qui peuvent s'adapter à certains endroits, mais pas à d'autres. Et bon, en l'occurrence, pour Resident Evil, le packaging japonais, que je n'ai pas là, hein, mais vous pouvez le retrouver probablement en ligne, était un peu différent. Et ça, les brand managers, pour qui le rôle est de mettre, de trouver l'image du produit, eux, ils étaient vraiment pas d'accord. Donc, on a créé un nouveau packaging qui est finalement celui que je vous ai ramené ici. Et en fait, on était tous très très fiers parce que finalement, on avait plus d'impact sur les produits qu'on vendait sur notre propre marché. Voilà. Donc ensuite, tout ce qui était... alors, je vous ai parlé des packaging, mais en fait, le Creative Services, c'est aussi tout ce qui est merchandising. Donc, je ne vous ai pas ramené un super t-shirt, mais bon, peut-être que vous le retrouverez en ligne, mais je vous ai ramené ce petit goodie qui est en fait une case d'iPhone à l'époque. L'iPhone était tendance. Et donc, on avait créé avec l'effigie des personnages de Street Fighter notamment. Donc là, c'est à Hyundai. Des coques, quoi. Mais ça fait partie des produits qui sont distribués généralement gratuitement lorsque l'on fait un lancement de jeu. À côté de ça, j'avais donc bien sûr des t-shirts, j'avais différents types de merchandising. Ça pouvait être
des pistolets à eau, enfin ça pouvait être tout et n'importe quoi et c'était vraiment génial parce que en fait, bon, l'industrie du jeu c'est aussi on est là pour s'éclater, donc à Capcom, c'était le cas. On faisait vraiment plein de trucs, il y avait des figurines aussi qu'on faisait, donc voilà, tout ça c'était le métier que j'avais au niveau de mon service. On travaille beaucoup avec la production parce que la production est censée lancer l'impression de tous ces éléments en fait, pour qu'ils aillent après dans les pays différents. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, à côté de ça, j'avais une personne à manager et donc le travail de manager était aussi nouveau pour moi. Mais comme à Activision, j'étais rodée parce que tous les nouveaux, je les accompagnais, je leur expliquais, c'était quelque chose qui m'avait donné plus d'envergure et qui me permettait après de donner ce qu'on appelle des stretch goals en fait, à la personne qui était sous ma responsabilité pour qu'elle puisse évoluer, qu'elle voit en fait ses niveaux d'évolution. Donc ça, c'est un petit peu de management dont je vous en parlais vraiment vite fait. Mais c'est important parce que si vous êtes amené à travailler dans des équipes et que vous avez des personnes sous votre responsabilité, il est très important de transmettre et il est très important aussi d'évaluer. Et d'évaluer bien sûr dans la bienfaisance et avec des critères qui soient justes. Hein. Je passe Capcom, rapidement, on l'a vu à peu près. Et en fait, je me suis retrouvée du coup, pardonnez-moi, je vais boire un petit peu avant de tousser. Je me suis retrouvée du coup en pleine récession. Donc là, on arrive à Londres, il y a quasiment plus de travail. Mon poste à Capcom, comme c'était un contrat déterminé, il ne pouvait malheureusement pas me garder parce que les budgets étaient complètement partis, hein, tout simplement. On avait par exemple prévu des campagnes publicitaires télé qu'on n'a pas faites. Parce que ça faisait partie de mon travail de travailler sur les campagnes télé, les sites internet, les visuels, j'ai oublié de dire tout ça, mais tout ce qui était visuel pour la presse, les affichages, que ce soit dans les métros, partout en fait. Partout où vous voyez en fait des visuels en rapport avec un produit, ça fait partie du marketing services. Voilà, donc ça prend vraiment tout ça en compte. Donc je me suis retrouvée sur le marché à chercher. Et puis bon, c'était un petit peu dur à trouver dans mon industrie de privilèges, le jeu vidéo. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire je voulais plutôt faire chef de marque et vraiment travailler sur la stratégie marketing. Parce que chez Capcom et Activision, mais plutôt chez Capcom, je travaillais sur l'exécution de la stratégie marketing. C'est un peu différent. L'exécution n'est pas la même chose que d'imaginer la stratégie. Et donc, moi, je voulais aller dans cette étape en amont. Et finalement, je suis tombée chez Stanley Black & Decker. Ah ouais, voilà, ça n'a rien à voir, c'est les perceuses, tout ce qui est outillage de bricolage. J'étais spécifique à cette catégorie, hein, sachant qu'à côté, il y avait une catégorie jardinage et une catégorie objet de la maison, enfin pas objet de la maison, mais genre aspirateur et tout. Et là, c'était très drôle puisque l'aspirateur, c'était un collègue masculin. Et donc moi, je me retrouvais sur la catégorie outillage, bricolage, donc c'était très sympa. Je me suis dit, oula, ça va être bizarre. Mais en fait, eux, ils cherchaient une compétence qui avait l'habitude de l'industrie, on va dire, ludique. Parce qu'ils voulaient rajeunir un peu la marque. Et c'était à l'époque où on commençait, vous, en France, vous aviez toutes ces émissions avec Damido sur M6, de bricolage, ça devenait vachement sympa. Les femmes se mettaient à bricoler, enfin bon. Donc, il fallait en fait que Black & Decker, qui avait quand même une image plutôt sérieuse et professionnelle, même si c'était un peu moins que Bosch, s'adapte un petit peu au marché. Et donc, c'est pourquoi j'avais été recrutée. Et dans ce travail, j'étais très contente parce que du coup, je travaillais la stratégie en amont, c'est-à-dire travailler l'image de marque de certains de mes produits, ce qu'on appelait les produits, on les appelait les NPI en fait, c'est les New Product, alors NPD ou NPI, bon. New Product Innovation ou New Product Development. Mais là, c'était New Product Innovation, en fait. Donc, c'est-à-dire les produits qui sont vraiment nouveaux, dont on a très peu de compétition et qui apportent vraiment un plus original par rapport au marché. Et à côté de ça, je travaillais bien sûr les éléments, les produits de Black & Decker classiques qui, chaque année, ressortent avec quelque chose de nouveau. Bon. Mais les produits d'innovation, c'est bien plus sympa. Et là, pour ces produits innovants, du coup, je vais boire. Hein. Pardon. Alors, pour les produits innovants, c'était intéressant parce que j'avais affaire en fait à un outil qui s'appelait un multi-tool
bon, on l'avait appelé Evo, mais c'était un multitool. Un multitool, donc c'est un outil qui vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Donc, par exemple, poncer, percer des trous, et puis je sais plus et puis aussi, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'était assez nouveau. Et la complexité en fait de travailler sur ce produit, c'est que ce produit avait déjà existé 10 ans plus tôt, parce que Black & Decker l'avait déjà lancé, mais le marché n'était pas prêt. Et puis surtout, leur produit ressemblait trop à un produit un peu gimmick, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que c'est solide, on n'a pas l'impression que ça va être efficace, voilà, on pense plus que c'est un gadget. Et donc la mission dans ce travail, c'était vraiment de rendre ce produit, de lui rendre sa juste valeur, de mettre en avant ses qualités et de lui donner une toute nouvelle image, si bien que les personnes qui ont connu l'autre produit d'avant n'aient pas à penser que c'était la même chose. Donc ça, c'était le challenge. Pour le faire, il y avait plusieurs façons. J'ai travaillé beaucoup avec des agences créatives, donc pareil à Capcom d'ailleurs, mais avec des agences créatives avec un brief très clair de ce que j'attendais du message que je voulais dévoiler auprès des consommateurs que je ciblais, hein, parce que bien sûr, tout ce qu'on fait en marketing, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qu'on fait en marketing, hein, ça doit être ciblé. Hein, c'est-à-dire que si je cible une personne qui est très très bricoleuse, je ne vais pas la cibler de la même manière qu'une personne qui fait du bricolage comme loisir. Ce n'est pas du tout les mêmes techniques ou les mêmes visuels ou les mêmes messages marketing. Donc pour mes outillages, j'avais différents profils de consommateurs. Et donc pour revenir à ce que je disais, là il fallait lui donner une envergure à ce produit. Et pour cela, j'avais été amenée à avoir l'éventualité de faire un placement de produit sur un film. Donc pour ça, j'avais été invitée à un studio très connu de Londres où beaucoup de films se passent. Et ce jour-là, j'ai eu la chance d'ailleurs au passage de voir les acteurs de... j'ai un trou de mémoire. Tiens, ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Et bon, en fait, c'était pour nous expliquer un petit peu le principe de placement de produits, comment c'est négocié, ce genre de choses. C'est très intéressant. Ça fait partie du marketing, hein, le placement de produits. Et ensuite, je travaille. Alors, je me suis peut-être un petit peu perdue là. Ensuite, alors voilà, donc une fois que j'avais travaillé le message et que j'avais visualisé quels étaient les marchés qu'on allait cibler en particulier par rapport à ce nouveau produit, parce que tous les marchés ne sont pas intéressants. Ensuite, après, il suffisait de travailler vraiment l'image de marque, et pour ça, là, je me perds. Donc pour ça, je travaillais avec des agences. Voilà, ça, je l'ai dit. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus. Non, mais je crois que c'est tout. Je passe. Ça me reviendra peut-être plus tard. Par la suite, après Black & Decker, j'ai continué mes études en fait, parce que le marché étant ce qu'il était, Black & Decker d'ailleurs aussi se débarrassait beaucoup malheureusement de son staff. Donc c'était vraiment la crise de chez Crise. Enfin vraiment c'est la crise quoi. Donc je me suis dit je vais reprendre les études. Ce qui devenait de plus en plus intéressant, c'était le marketing digital. Et donc pour le marketing digital, je m'étais dit j'aurais peut-être plus d'opportunités de trouver un boulot si je connais le marketing digital. On était bien sûr un petit peu dans le digital, dans le jeu vidéo, mais j'avais pas toutes les bases de ce qu'est le marketing digital. Donc ces études, je les ai faites en fait depuis une plateforme en ligne. Donc je ne sais plus comment on les appelle. C'était une plateforme en ligne, c'était pas une école physique. Et donc j'avais des devoirs à rendre régulièrement et puis ensuite des examens. Après ces études, enfin même pendant ces études, j'ai poursuivi quand même mes recherches et je suis tombée dans une agence média. Donc vous voyez, mon parcours est un petit peu différent, hein. Je ne fais pas que du jeu. En fait, je réfléchissais vraiment à ce que j'avais besoin de travailler pour être toujours un peu plus, un peu plus qualitative en termes d'expérience. Donc là, ce qui me manquait, on me l'avait dit en entretien, c'est que je n'avais pas travaillé sur des gros budgets. Donc effectivement, à Capcom, les budgets étaient réduits. À Activision, je n'avais jamais travaillé vraiment sur les budgets moi-même, puisque je n'étais pas à des postes qui le permettaient.
Et donc, quand on va dans une grosse société de téléphonie mobile, par exemple, effectivement, il y a des gros budgets marketing. Et c'est peut-être pour les recruteurs, c'est un défaut de ne pas savoir manager des gros budgets. Donc, je m'étais dit, en agence pub, vu la crise, c'est le seul endroit où je pourrais trouver en fait des clients qui ont de l'argent pour me permettre de faire des activités sur des gros budgets. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais en agence. J'ai été sur une agence qui s'appelle DDB, Gutenberg Networks, qui est une agence donc média et qui avait donc plusieurs clients, des très très gros clients. Et également des petits. Bon, moi, j'étais tombée dans la catégorie des petits clients, mais c'était suffisamment gros pour que je puisse passer sur mon CV que je travaillais sur des gros budgets. Du coup, dans cette étape-là, en fait, je ne suis pas restée longtemps malheureusement, mais dans cette étape-là, j'avais bien sûr à travailler sur des clients différents qui, eux, avaient des problématiques de communication spécifiques. Hein. Ça pouvait être des compagnies comme Hertz, Volkswagen, Hasbro. Enfin voilà, je touchais vraiment tout type d'entreprise avec des problématiques de communication à la télé, à la radio, en affichage. Voilà, donc tout type de support média. Et c'était très intéressant parce que du coup, je travaillais aussi avec des créatifs en direct pour travailler sur les concepts publicitaires. Et donc ça m'a apporté la touche un peu plus créative que j'avais déjà eue à Capcom et aussi à Black & Decker, mais que j'avais pu exploiter un petit peu différemment, puisque là, j'avais un accès direct en fait à un autre monde, hein, le monde des agences. Je vous le conseille de le faire au moins une fois. C'est important de voir comment fonctionnent les agences. Ça vous permet aussi de toucher à vraiment beaucoup de produits en même temps, enfin produits ou services, et de toucher à différents types de cibles aussi, ça forge. Donc c'était que 4 mois. Malheureusement, l'entreprise a perdu ses 2 gros clients. C'est la crise. Donc les gros clients sont plus des clients tout court, donc l'entreprise a dû se débarrasser de 150 employés et moi je venais d'arriver, donc je venais de finir ma période d'essai en fait, et bon, donc du coup tout le monde a dû, j'ai dû quitter avec d'autres gens l'entreprise. Pour moi c'était moins grave, j'étais pas là depuis longtemps. Mais du coup, je me suis retrouvée encore sur le marché. Puis finalement, au fur et à mesure de mes recherches, on m'a proposé des positions dans le jeu vidéo qui étaient très sympas parce que c'est des marques super cool. Mais le salaire n'allait pas. Et là, juste un petit point sur le salaire. À un moment donné, quand vous connaissez votre qualité, c'est important de rester ferme. Parce que des fois, de dégringoler de son salaire de trop bas, après, c'est compliqué de remonter. Et puis surtout, à un moment donné, vous dites que vous travaillez pour peut-être pour pas assez, quoi. Donc moi, je voulais pas être dans cette tendance-là. Je voulais travailler. J'aime travailler à fond. Et quand je travaille à fond, j'aime donc être sûre de mon choix. Du coup, j'ai attendu jusqu'à trouver en fait une autre opportunité, mais qui était basée du coup à Paris. Donc je suis partie de Londres après 5 interviews et des dossiers de présentation à faire à toute l'entreprise. Je suis partie travailler chez Wargaming. Donc Wargaming, super structure. Alors c'était la crise pour tout le monde, mais pas pour Wargaming. Hein. Donc Wargaming avait des super budgets marketing. Là, je me suis vraiment éclatée. En plus, c'était un... Alors pour moi, je vois quelques nanas ici, mais mine de rien, Wargaming, c'est un jeu donc, de guerre, de tank. Je ne sais pas si vous connaissez World of Tanks. C'est un jeu de tank. Bon, a priori, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Mais faut jamais raisonner comme ça, en fait. Il ne faut jamais raisonner comme ça, et ça, c'est ce que mon expérience m'a appris. Même quand je suis tombée à Black & Decker, je m'étais dit, oulala, où est-ce que je vais? Mais non, il ne faut jamais raisonner comme ça. Ce n'est pas parce qu'un produit est plutôt ciblé homme qu'il faut l'éviter. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'un produit est plutôt ciblé femme qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, et en fait, c'est même un atout, je trouve, parce qu'on a une vue d'ensemble beaucoup plus, comment dire, on a une meilleure, enfin, je ne trouve pas le terme, mais on a une meilleure vue d'ensemble et surtout, on n'est pas happé par exemple, cet excitement qu'on peut avoir sur un jeu parce qu'on le connaît, qu'on joue vachement. Au contraire, on a une distance et du coup, on est capable de voir qui sont réellement la cible et pas s'associer à cette cible. Voilà, c'est très important de rester vraiment distant par rapport à ça pour ne pas tronquer en fait votre travail au final. Donc moi, j'étais très distante du coup parce que je ne jouais pas au jeu,
Bien sûr, j'apprenais à jouer pendant que je travaillais, hein, pas de souci, mais avant d'accéder à l'entreprise, je ne jouais pas au jeu, donc j'avais tout à découvrir et c'était là l'intérêt, parce que tout découvrir, ça veut dire aussi que on a une vue d'ensemble beaucoup plus précise et peaufinée, à mon sens. Et donc, Wargaming, donc j'étais la responsable World of Tanks. Le jeu avait moins d'1 an, et l'entreprise aussi d'ailleurs, quand je suis arrivée. Donc, il y avait quelques marchés qui avaient déjà été entamés, la France notamment, l'Allemagne et la Pologne. Et puis mon rôle, c'était de développer en fait ce jeu sur les différents pays d'Europe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça passait à travers, bien sûr, des stratégies marketing un peu plus globales, mais ça, on verra peut-être plus dans des cours. Hein. Donc, la stratégie globale, comment on intègre tel marché, quelle audience on va cibler, parce que dans certains pays, il y a des profils plutôt hardcore gamers, dans d'autres, c'est plutôt des profils qui aiment l'histoire et qui ne sont pas tellement hardcore, mais qui vont être plus intéressés par l'histoire d'un jeu, etc. Certains pays, en fait, ont plus de joueurs hardcore, et puis d'autres ont plus de joueurs qui sont peut-être plus historiens, et d'autres qui ont plus des joueurs casual. Donc, en fonction, en fait, de ces marchés, pareil, hein, ce que je vous disais, c'est qu'on adapte toujours une communication, un message marketing, des visuels adaptés, parce que sinon, vous banquez le coche, tout simplement. Hein. Donc ça, c'était mon travail. Alors, comme j'avais du budget, je pouvais travailler sur des campagnes publicitaires télé. Donc peut-être que vous les avez vues il y a 7 ans, à peu près. Je travaillais sur... alors c'était super sympa, donc petite interlude. Pour faire les spots télé, je contactais en fait toutes les équipes de community management qui voulaient bien participer. Je les faisais jouer un scénario que j'avais établi avec le directeur artistique. Et puis, en fait, on arrivait à obtenir ainsi les images que l'on souhaitait pour raconter l'histoire que l'on souhaitait. Et ensuite, ça passait dans une agence de production, de pré-prod. Et après, j'allais dans des studios d'enregistrement pour rencontrer des voice actors. Alors, en français, je ne sais plus comment on dit, hein, les acteurs de voix, je ne sais pas. Mais les voice actors pour qu'ils puissent poser leur voix sur les spots publicitaires qui étaient donc localisés de la même manière hein, à tous les pays, donc hongrois, en français c'était logique, anglais, allemand, espagnol, italien, etc. Donc ça c'était une vision du marketing qui était encore vachement sympa parce que finalement on participe à la création d'un produit de A à Z. Quand je parle du produit, ça peut être la pub. Moi, le produit World of Tanks, je ne le créais pas, hein, évidemment, mais toute la communication autour, bien sûr, c'était créé par moi. Puis après, c'était toutes les affiches, alors les affiches publicitaires, dans la presse aussi. Là, il y avait une petite anecdote, mon directeur marketing me racontait qu'une fois, il était à l'aéroport et puis son N+1 lui dit, tu vois, le jour où il y aura une pub au moins au verso de ce type de magazine, là, je pense que ce sera bon. Et en fait, il prend un magazine et puis il le retourne et puis il tombe sur ma pub. Donc ça voulait dire que j'étais dans la bonne voie. Je faisais mon travail très très bien. Et par la suite, j'ai continué jusqu'à ce que l'entreprise grossisse. Et puis finalement, j'ai pu trouver ma place. Donc malheureusement, je suis partie. Mais j'avais pu travailler des spots radio, la presse, l'affichage. Enfin, là, c'était l'éclat total parce que vraiment, j'avais un très bon budget et en plus, j'avais un directeur artistique exceptionnel. Et donc, on faisait, je pense, des choses très, très bien. Je reviens un petit peu à Black & Decker parce qu'il y a une vision du marketing un petit peu différente aussi. Donc, Black & Decker, pour rappel, en fait, pour rappel, non. Black & Decker avait 100 ans, en fait, l'année où je l'ai rejoint. Donc, c'était son 100e anniversaire. Et ça a son importance parce que, en fait, quand vous travaillez dans des grosses structures comme ça, ou anciennes, il y a des process qui sont très bien établis. Et ça, c'est de l'apprentissage pour vous. Et ça vous permet aussi de l'adapter dans les petites structures plus tard. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'en plus de travailler, je vous parlais de ce produit dont il fallait donner une vraie envergure, etc. En fait, il y avait ce qu'on appelle les focus groups. Je menais des focus groups avec une personne qui était spécialisée dans les recherches, on va dire les données marketing. Et donc, je conduisais
ces focus group avec des gens qu'on interrogeait sur voilà, comment le packaging, comment ils trouvaient le packaging, est-ce qu'ils le trouvaient trop chargé, est-ce que par rapport à la compétition c'était mieux ou moins bien. Voilà, tous ces éléments-là, en fait, c'était important pour toujours s'améliorer. Donc dans ces grosses structures, on a la chance d'avoir assez de budget pour pouvoir faire ce type d'échange. Pareil pour les prototypes. Donc mon produit notamment était un prototype et donc il fallait vérifier qu'à l'utilisation, les utilisateurs qui avaient été sélectionnés étaient satisfaits de ce qu'ils pouvaient en faire. Parce que bien sûr, hein, avant de promouvoir un produit, il faut s'assurer qu'il y ait de la demande en amont, hein, et que le produit fonctionne, au moins à peu près. Donc ça, c'était des petites choses que je voulais rajouter, que j'ai oubliées, c'était là-dessus que j'avais bugué. Je reviens du coup à Wargaming. Donc après Wargaming, j'ai intégré un studio indépendant qui s'appelle Lightbulb Crew, qui est un studio indépendant français-suédois et qui avait son premier jeu à lancer. Donc c'était un jeu en ligne. Donc j'avais une expérience du jeu en ligne grâce à World of Tanks, ce qui n'était pas le cas avant puisque tous les jeux étaient en box en fait, box games. Et donc Lightbulb Crew c'était un jeu en ligne multijoueur qu'il fallait mettre en avant et la difficulté c'était, alors elles étaient plusieurs d'ailleurs, c'est que le studio n'était pas connu ni reconnu du coup puisqu'il n'avait que quelques années d'existence et n'avait pas encore sorti de jeu. Le produit en lui-même, donc le jeu, n'était pas connu. Pareil pour les mêmes raisons. Donc en gros, il y avait un déficit de notoriété qui, pour un jeu en ligne, est très 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 délicat parce que les jeux en ligne demandent bien sûr à avoir beaucoup de joueurs en même temps, en simultané. Et donc mon travail, quand on m'a embauché, on m'a dit, écoute, voilà, il faut que tu lances le produit. Bon, j'ai fait d'accord, mais quelle est la cible? Là, on m'a dit, c'est tout le monde. J'ai dit, ah non, ça ne marche pas comme ça le marketing. Le marketing, c'est toujours ciblé. Donc là, j'ai dû en fait reprendre entre guillemets les rênes en main parce qu'ils n'avaient pas vraiment de personnes au marketing dans la structure. Et en fait, je me suis aperçue que le jeu était très compliqué pour le joueur lambda, mais qu'il était très intéressant pour les joueurs de type e-sport. Et donc, j'ai décidé de cibler le marketing sur l'e-sport. Et ce n'était pas une mince affaire puisqu'on avait bien sûr des jeux comme League of Legends, Heroes of the Storm, j'en passe et des meilleurs, qui viennent de gros studios, qui sont très connus. Et donc la difficulté c'était de rendre visible la société Lightbulb Crew, mais son jeu également. Donc pour ça, j'avais 4-5 mois pour lancer le jeu et je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire les événements. Donc ça c'est une autre facette du marketing. Bon, c'est de l'événementiel, mais c'est une autre facette du marketing, c'est que l'événementiel vous permet d'être au cœur et sur le même terrain que vos potentiels utilisateurs ou votre potentiel cible. Donc, moi, j'ai décidé de faire cette stratégie-là parce que j'avais pas d'autre choix, en fait. Hein. Je pouvais pas faire de la pub à gogo en ligne alors que ça ne voulait rien dire. Les gens qui connaissent pas, s'ils n'ont pas vu les personnes qu'il y a derrière un studio, ils vont pas tellement réagir efficacement. Donc, j'ai fait plusieurs événements. Et puis, j'ai fait également des sondages. Donc, les sondages, tout à l'heure, on parlait de focus group, mais les sondages sont également des techniques de marketing très importantes à prendre en compte pour vérifier que ce que vous souhaitez faire est correct ou au contraire, qu'il faut changer vos données. Par exemple, si dans le jeu, on voulait vendre des items, je dis n'importe quoi, à 3 € l'item, et que les joueurs nous disaient « Ah ben non, 3 € c'est trop cher », il fallait l'écouter, quoi. Il ne fallait pas lancer ces items à 3 €, il valait mieux réduire. Donc là, donc ces événements, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai travaillé ces événements, mais je n'ai pas travaillé que ces événements. En fait, le marketing, c'est aussi l'image. C'est beaucoup d'images, c'est quasiment que de l'image. Et le jeu avait un logo dont l'image était... bon, c'était un peu vieillot, ça correspondait plus tellement au goût du jour, on ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire. Et donc, j'ai décidé de travailler carrément le logo. Refondre vraiment toute l'image que le produit pouvait avoir à l'extérieur. J'ai tout refondu. Logo avec le directeur artistique, on a travaillé sur des concepts. Et puis au final, on a eu un super logo. Ce logo, on l'a exposé. Et comme il est très facile à lire et que... Alors, il avait un sens, hein, le logo, on pourra en parler sur les classes, mais le logo, c'est très important. Hein, ça a une signification à chaque fois. On ne fait pas un logo comme ça par hasard.
Et bon, ce logo avait été visible plus facilement et plus accepté aussi de tous. Donc, il nous a permis d'avoir une meilleure visibilité. Et alors, je reviens aux événements, c'est qu'en fait, la difficulté, c'était d'être visible dans les événements parce qu'en fait, on était entouré de tous les League of Legends, etc. Mais c'était aussi une opportunité. Il faut parfois voir les faiblesses comme des opportunités. Et là, dans mon cas, d'être associé à ces jeux-là, sur le même floor, face à face, c'était une opportunité parce que les joueurs League of Legends, qui étaient une partie de notre cible de privilèges, eh bien, ils avaient la possibilité d'aller aussi sur mon jeu. Et donc, ça fait partie des stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, il faut raisonner, il faut ruser. C'est aussi de la ruse pour pouvoir être visible de son audience. Donc, à chaque événement, je me trouvais dans des endroits où ces gros mastodontes étaient présents. Ce qui fait que le jeu commençait à prendre un petit peu d'envergure, même si on n'avait pas de budget, nous, publicitaire énorme. Mais ça prenait de l'envergure, les gens commençaient à connaître. On avait une fanbase qui commençait à se créer. Et puis, un pote d'un pote qui venait dans le jeu. Donc, on trouvait que c'était super. Et puis, au moment de le lancer, on a travaillé tout ce qui est publicité. Donc, alors, j'allais dire les affiches, non, mais les publicités en ligne. Hein, donc, là, j'ai un trou de mémoire, mais bon, tout ce qui est publicité en ligne, les visuels que vous voyez régulièrement, comment on appelle ça, les skins. Ça vous parle, les skins? C'est donc quand vous avez un site qui est complètement décoré aux couleurs d'un jeu ou d'une marque. Voilà, on faisait ce genre d'opération. Et en fait, j'ai même eu un feedback de... Alors tout à l'heure, vous avez quelqu'un de chez Millennium, je crois. Donc chez Millennium, notamment, j'avais acheté de l'espace publicitaire pour mettre mes pubs. Et il s'avérait que ma pub avait fait beaucoup plus de clics que la pub, par exemple, Oui, t'as dit Heroes of the Storm. Voilà, c'est ça, exactement, merci. Parce qu'en fait, il venait de sortir et j'avais fait plus de clics avec ma pub qu'eux avec la leur, alors qu'ils ont quand même des équipes beaucoup plus grandes. Donc ça voulait dire que le choix des assets, et là on revient à mes premiers jobs, le choix des assets, des personnages, les couleurs, la façon dont vous allez mettre tout ça en place est très important. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que Heroes of the Storm ait eu moins de clics autrement. Bon, voilà, donc voilà, je suis à peu près... Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que là, on va... Ouais, je suis bien là. Là, aujourd'hui, je continue de travailler en tant que consultante marketing pour des studios indépendants ou des entreprises dans le secteur, notamment du jeu vidéo. Tu avais une question? Pardon. Désolé de vous interrompre. Oui, pas de souci. Vous avez parlé d'un logo, c'est quel logo? Games of Glory. Oui, c'est le jeu Games of Glory. Donc, si tu vois l'ancien, le nouveau, tu m'en diras des nouvelles. Non, donc oui, du coup, j'ai reperdu le fil. C'est pas évident de rester concentré. Oui, je disais que je suis maintenant consultante marketing pour des studios indépendants et des sociétés de l'industrie du jeu vidéo. Et en ce moment, particulièrement, je travaille pour une entreprise qui est basée en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Afrique, il y a de plus en plus de studios qui naissent, en fait, de studios de jeux vidéo. Alors, ils n'ont pas toutes les écoles, ils n'ont pas tout ce qu'on a, nous, encore ici, mais ça arrive. Et en tout cas, il y a des passionnés de jeux vidéo qui, eux, essaient avec leurs moyens, parfois très, très minimes, de lancer leur jeu, quoi. Avec le mobile, c'est plus simple. Hein, tout le monde peut lancer un jeu mobile aujourd'hui, il suffit d'avoir Internet. Quasiment. Et voilà, donc depuis l'année dernière, je travaille sur l'Africa Corner qui se trouve à la Paris Games Week. Donc je pense que vous êtes tous familiers avec la Paris Games Week. La première année, c'était... Pardon? Non? Ah, j'ai cru qu'on... L'année dernière, c'était la première année que des studios africains indépendants étaient conviés en fait, à avoir un stand à la Paris Games Week. Donc sous l'égide de l'Africa Corner qui appartient à Paradise Games, qui est l'entreprise ivoirienne pour laquelle je travaille. Et cette année, on recommence, cette fois avec, on espère, le double de studios. On espère en avoir entre 10 et 15. Oui? Vous étiez tout près du coin des studios indépendants? C'est ça, tout à fait. On était juste, vraiment juste là. Malakir était à côté, je crois aussi. Et donc ça, c'est une nouvelle aventure parce que...
voilà, moi j'ai une affinité avec l'Afrique en fait, parce que je suis aussi originaire des Antilles, donc d'Afrique forcément. Et puis je trouve que c'est intéressant de voir en fait la diversité des offres de jeux qui sont proposées par les studios africains. C'est totalement différent, de façon générale, hein, c'est totalement différent de ce qu'on trouve en fait quand on compare les jeux japonais, les jeux américains ou même européens. Et donc, je trouve que cette mission est très intéressante. Et puis surtout, voilà, mon rôle, c'est d'éduquer un petit peu le marché. Dès que je vais à des événements, c'est d'éduquer le marché pour expliquer que voilà, il y a des studios indépendants de jeux vidéo en Afrique. Aussi, pour leur signaler que c'est aussi une opportunité pour eux de voir des talents, d'employer des talents africains, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi comment dire, un secteur d'activité porteur. Sauf qu'en Afrique, dans plusieurs pays, généralement, le jeu vidéo n'est pas considéré comme un produit culturel et c'est là que ça devient compliqué. Donc mon client, lui, essaie de valoriser en fait l'industrie du jeu vidéo par différents moyens. Il a une salle de jeu qui a ouvert l'année dernière où les jeunes peuvent jouer à tous les types de jeux parce que certains n'ont pas les consoles chez eux, mais également viennent s'entraîner pour devenir des e-sportifs, par exemple. Donc un peu ce que vous avez ici. Et il essaie de mettre en place ce genre de choses et également des cours pour que les futurs développeurs puissent avoir des connaissances, des cours gratuits, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de s'éduquer. Ou du moins ça reste quand même cher. Mais bon, voilà, donc c'est en ce moment sur quoi je travaille. Et je travaille bientôt en projet aussi avec Muriel Tramis, donc Madame Muriel Tramis qui a eu la Légion d'honneur pour son travail dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que quelqu'un connaît Muriel Tramis ? Connaissez pas. D'accord. Alors Muriel Tramis, c'est une femme martiniquaise qui a travaillé dans l'industrie depuis plus de 30-40 ans. Avant, elle était ingénieure en fait, et puis elle trouvait que c'était pas assez fun ce qu'elle faisait. Elle travaillait sur les drones. À l'époque, on travaillait déjà sur les drones militaires. Et puis elle a été dans une société qui s'appelle Cocktail Vision, où là, elle s'est vraiment épanouie à développer des jeux. Peut-être que vous connaissez le jeu éducatif. Alors attendez, ça m'échappe encore. J'ai besoin d'aide. Adibou. Ah ben voilà. Si vous connaissez Adibou, vous connaissez Muriel Tramis. Voilà. Bah, c'est Muriel Tramis qui a créé ce jeu, donc vous lui devez Adibou. Voilà. Et donc voilà, elle a d'autres projets en vue et on espère du coup travailler bientôt sur quelque chose de nouveau dont je ne peux pas trop parler. Mais voilà, c'est là où j'en suis actuellement et je pense que j'ai réussi à peu près à gérer le temps parce que du coup on a bien une bonne demi-heure pour les questions si vous en avez. J'ai peut-être été passée très vite sur des choses, hein, donc oui. Du coup, j'avais une question. Vu que vous avez travaillé à Londres, puis après le retour en France, est-ce que c'était pas un peu. Vous n'avez pas une petite crainte de revenir en France justement? Que les mentalités changent, etc. Oh là, c'est une très bonne question. Si. D'abord, j'ai mis 2 ans à me réadapter, c'est pour dire. Donc, pour plein de raisons. Mais oui, c'était. Alors, en plus, c'était la crise, hein, comme j'expliquais. Donc, revenir en France en période de crise, c'est pas très bon signe en général. Mais c'est là où j'avais trouvé un emploi. Et a priori, un emploi qui devait être stable et dans le long terme. Puisque c'était une start-up qui faisait quand même déjà pas mal d'argent et pour lesquelles tout était à faire encore. Mais oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter parce qu'en Angleterre, si vous voulez, pour plein de raisons en fait, hein, mais en Angleterre, les choses sont un peu plus simples. Déjà, on est nana dans le jeu vidéo, ça reste quand même plus simple qu'une nana en France dans le jeu vidéo. Quand on est noir dans le jeu vidéo ou noir tout court, c'est quand même plus facile en Angleterre qu'en France. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des choses qui pèsent en fait sur le quotidien de beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'en Angleterre, on a le sentiment quand même d'être beaucoup plus libre ou accepté, ou en tout cas que les choses sont plus simples. Maintenant, Londres, c'était aussi pas si simple que ça parce qu'en fait, c'est une ville qui est très très chère. Alors pour trouver du travail, pas de souci, hein, mais pour avoir une qualité de vie, c'est compliqué. Et du coup, moi, ce qui me manquait, évidemment, comme tous les Français vont vous dire, c'est le repos, les vacances. Hein. Très clairement, voilà, vous avez beaucoup moins de semaines de vacances. Vous êtes dans
là on dit métro, boulot, dodo, mais je trouve 4 fois plus là-bas parce que les problèmes de transport sont innumérables, innombrables, pardon. Et puis les distances sont extrêmement longues, donc moi il y a des postes que j'ai abandonnés parce que 1h30 de transport sur les fêtes, c'était 2 heures, c'était trop quoi. Par jour, enfin par aller. Donc oui, ça a été compliqué. Mais je regrette absolument pas. Et surtout, ce que m'a permis Londres, et là pour le coup, je pense que je ne l'aurais pas obtenu ici, c'est de pouvoir évoluer justement à ma guise, en fonction de ce que j'estimais être mes priorités de carrière, et relativement facilement. Alors qu'en France, je pense que j'aurais galéré. Faites passer le micro derrière, s'il vous plaît, ou devant. Il y a deux. Ouais. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à votre futur. Ce serait quoi plutôt vos projets professionnels, vos objectifs à avoir plus tard? Alors, aujourd'hui, mes objectifs, alors en fait, bon, moi je sors d'un accident de moto, donc en fait, ça veut dire que du coup, j'ai pas travaillé pendant 2 ans et je me suis pas encore vraiment projetée sur l'avenir parce que ça prend du temps de se remettre. Je vais mieux, hein, je vous rassure, hein. Mais du coup, je prends les choses un petit peu comme elles viennent parce qu'aujourd'hui, j'estime en fait avoir un background qui me permette de choisir ce que je veux. C'est-à-dire que c'est comme vous, là, vous sortirez de votre école, vous aurez tout vu de l'industrie du jeu vidéo. Et moi, j'ai un peu le sentiment d'avoir tout vu. Je n'ai pas tout fait, mais j'ai tout vu. C'est-à-dire que j'ai une compréhension globale qui me permet de me dire, voilà, je vais pouvoir faire ci aujourd'hui, et puis demain, bah, je changerai. Et la versatilité, chez moi, c'est important. J'aime pas rester cantonnée. C'est pour ça que j'avais toujours des postes, par exemple, Lightbulb Crew. J'avais des postes, je faisais du product management, je faisais du branding, je faisais du business development, je faisais du partenariat. Tout ça, c'est du marketing en fait. Je ne vous ai pas tout détaillé, mais tout ça, ça reste du marketing et de l'événementiel, bien sûr, et la créa. Donc tout ça, c'est du marketing et j'ai cette possibilité aujourd'hui d'être hyper flexible, notamment pour une société comme Paradise Game, la société africaine, parce qu'il y a tout à faire sur les marchés européens pour cette société, même sur son marché africain. Et donc, j'ai la possibilité de tout gérer. Donc, je ne regarde pas trop loin, parce que du fait de mon passif, mais comme je disais, j'espère travailler donc, sur un projet très intéressant avec Muriel Tramis, qui est en relation avec les mémoires de l'esclavage. J'ai l'intention de continuer de travailler avec l'entreprise africaine pour promouvoir en fait, les talents africains, mais également aider là-bas à promouvoir le jeu vidéo comme industrie et peut-être d'autres horizons. Je m'interdis rien. D'accord, merci. Je t'en prie. Attends, bah tiens, je te passe mon micro en attendant. Pour vous, ça représente quoi le marketing émotionnel? Alors, marketing émotionnel, qu'est-ce que ça représente pour moi? Alors déjà, j'ai failli travailler dans une entreprise spécifique au marketing promotionnel, en stage en fait, mais je n'avais pas obtenu le stage. Et le marketing émotionnel, à l'époque, comme on me l'avait indiqué, c'était le marketing sensoriel notamment. Donc c'était très très nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans une boutique vous mettre un parfum spécifique pour vous mettre dans une émotion. Ça, c'est du marketing sensoriel aussi. Pareil, quand vous êtes en boulangerie, parfois, quand vous êtes à l'extérieur d'une boulangerie, vous sentez les émanations d'odeurs, de pâtisserie, etc. C'est du marketing sensoriel. Émotionnel, pardon. Sensoriel, mais du coup, ça revient à l'émotion. En fait, l'émotion, on l'a par tous nos sens. Donc, la vue, l'odorat, le toucher. Et donc, en fait, le marketing sensoriel, pour moi, c'est tout ce qui va toucher à ces valeurs-là. Et visuel, bien sûr. C'est pas du tout lié au final au langage corporel, ça? Alors, si, bien sûr, ça peut être bien sûr lié au langage corporel, à travers la façon dont on se présente, où on se pose. On véhicule des messages. En fait, chacun véhicule des messages. Si tout à l'heure, je l'ai vu en train de piquer du nez, bah, il me véhiculait un message qu'il est fatigué. C'est pas grave, mais c'est émotionnel, c'est qu'il est fatigué. Je ne suis pas spécialiste du marketing émotionnel, mais
mais je dirais que l'e-sport, là vous êtes en plein dedans, c'est exactement ce pourquoi je travaillais à Lightbulb Crew, c'était le marketing émotionnel. Donc là, ce que je faisais, c'était de hyper, en fait, hyper les joueurs, à créer des tournois, à leur faire gagner des lots qu'ils estimaient être des super lots. Donc ça pouvait être des casques Razer, des claviers, des choses comme ça, parce que j'obtenais des partenariats pour cette entreprise. Et ça, c'est du marketing émotionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le joueur a envie, on commence à être dans l'émotion. Et après, il y a tout ce qui va autour de l'e-sport, donc tout ce qui est stade, par exemple. Là, on va avoir de plus en plus d'endroits où on va voir des personnes, enfin des joueurs en fait e-sport jouer, et ils vont être entourés d'un public. Ça, il n'y a pas mieux comme marketing émotionnel que ça. Mais on le retrouve dans les stades de foot actuellement, dans tous les sports en fait, on le retrouve. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Actuellement, quelles sont les stratégies marketing qui fonctionnent le mieux dans le jeu vidéo? Parce que là, on voit il y a l'émergence des OP où les studios ou les entreprises elles rémunèrent assez grassement, j'ai envie de dire, certains influenceurs. Oui. On voit notamment avec Apex Legends l'année dernière et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Alors, les stratégies marketing qui fonctionnent le mieux en ce moment. C'est pas une question simple parce qu'en fait, je suis pas sûre que je puisse y répondre parce qu'en fait, les stratégies, tu les établis en fonction d'une situation, d'un contexte. Et une stratégie que tu veux mettre en place aujourd'hui pourrait marcher, mais tu la mets en place après-demain, elle pourrait ne pas marcher. Et donc, c'est compliqué de te répondre, mais de façon générale, les stratégies qui fonctionnent, tu l'as dit, tout ce qui est youtubeur, aujourd'hui ça fonctionne. Peut-être que demain ça fonctionnera moins bien parce que les youtubeurs sentent qu'ils sont ils sont plus exploités que rémunérés, ce genre de choses. Les partenariats, par exemple, là vous avez, j'ai lu l'autre jour, ce matin que League of Legends avait signé un partenariat avec Oppo, les téléphones. Alors peut-être Louis Vuitton, j'en ai pas entendu parler, mais Oppo les téléphones, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Alors pour Oppo, c'est génial parce que du coup ils vont récupérer tous les fans de League of Legends, les joueurs et les non-joueurs. Et ils ont déjà, exactement. Mais ça, voilà, ces stratégies de ralliement en fait à des sociétés qui à la base n'ont rien à voir avec le marché de l'e-sport, c'est une façon pour ces marques-là d'être vues comme jeunes, comme dynamiques, comme ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment du marketing. Et pour moi, c'est ces stratégies-là en fait qui sont à développer le plus. Et bien sûr, les youtubeurs qui restent quand même très importants parce que les jeunes les suivent. Mais demain, les jeunes, ils vont devenir plus vieux. Et la nouvelle génération va peut-être pas suivre ce genre de... Il y aura peut-être d'autres façons en fait de promouvoir un produit, un jeu. Donc voilà, tout est en question de temps en fait. Je t'en prie. Oui. Vous personnellement, pour l'acquisition des compétences et le développement personnel, vous avez préféré vos expériences dans des petites entreprises ou dans les grosses entreprises? Très bonne question. Franchement, je me suis éclatée dans toutes mes expériences, mais vraiment. Alors par contre, ce que je trouve génial dans les petites structures, c'est justement qu'on n'est pas à passer par des process qui font perdre beaucoup de temps. Mais en même temps, ces process, je vous le disais tout à l'heure, c'est des façons c'est du savoir-faire qui est un acquis que vous pouvez amener dans une entreprise. Après, vous l'adaptez. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. En général, j'ai adapté. Mais c'est vrai que les petites structures, du fait aussi que j'aime être versatile dans mon travail, c'est ce qui me correspond en tout cas le mieux. Donc les grosses structures me correspondent moins bien parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses à faire différentes. Mais dans les deux cas, je me suis éclatée. Du coup, ça enchaîne sur ma prochaine question. Vous recommanderiez plus de commencer par une grosse structure pour ensuite apporter... S'il y a une petite structure ou l'inverse, essayer de se débrouiller par soi-même dans une petite structure et pour ensuite travailler dans une plus grosse? Alors, c'est aussi une bonne question. Moi, j'ai commencé par des petites structures en réalité. Donc, Hanuman était toute petite et après, j'ai bifurqué dans les grosses.
Aujourd'hui, je dirais que c'est mieux de commencer, à mon sens, dans les petites structures. Parce que c'est là, vous êtes jeune et vous avez beaucoup de créativité encore et vous n'êtes pas encore, comment on dit, comment ? Limité. Voilà, c'est ça, c'est ce mot, bradé, enfin, bridé. Vous n'êtes pas bridé, vous n'êtes pas bridé. Donc, éclatez-vous le plus tôt possible. Non, pas les yeux. Hein. C'était, oui, pardon, mais... On va prendre le mot limité, alors. Donc, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas limité et vous êtes dans cette période, en fait, où vous avez besoin d'exprimer, en fait, votre créativité, je pense. Donc, pour cette raison, je vous dirais de commencer par les petites structures. Et avec un peu de chance, ces petites structures vont grossir, et vous aussi, et avec vos responsabilités. Et dans ces cas-là, vous pourrez voir d'autres jobs dans l'entreprise. Parce que c'est très important. Moi, il me semble que c'est très important de ne pas s'ancrer dans un seul job. Bon, ça, c'est ma vision. Hein. Il y en a qui font leur job très bien et ils vont faire le même pendant plusieurs années. Et c'est très bien aussi. Ça, c'est une question de caractère. Il n'y a pas de jugement à porter. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois mon travail. J'ai besoin de toujours me challenger. D'autres, non. Et il faut des gens comme les autres, c'est-à-dire ceux qui ne se challengent pas pour garder une stabilité. Donc, voilà, commence d'abord par les studios. Et puis, les grosses entreprises, en fait, ce que tu as, c'est le confort. Alors, tu as le confort des budgets, même si Wargaming, c'était une exception, ce n'était pas une grosse structure, mais j'avais du budget. Tu as le confort du budget, tu as le confort des moyens, en fait, hein, tout simplement. Et puis, bien sûr, l'environnement. Voilà, tu vas peut-être avoir une salle de sport, tu vas peut-être avoir plein de choses que dans les petites structures, tu n'auras jamais. Là, bon, il faut faire un choix. Il faut voir ce qui est plus important. Moi, j'ai toujours privilégié en fait la mission. Ça, c'est mon premier critère. La mission, ensuite le salaire. Il y en a qui vont privilégier d'abord le salaire, après la mission, puis d'autres critères. Moi, mon premier critère, c'est d'abord la mission et ensuite le salaire. Si la mission ne me plaît pas, je ne vais pas y aller. Donc, voilà. Oui ? Attends, je vais te passer. Merci. Désolée. Pour vous, la concrétisation d'un travail bien fait et bien construit, c'est quoi? C'est plutôt le nombre de téléchargements ou d'achats qu'il y a après, ou plutôt l'émotion que ça apporte après votre marketing? Alors, c'est aussi une bonne question, bravo. Hein. Les deux, en fait, hein, de préférence. C'est-à-dire que si vous êtes une marque qui fait des clics, ou qui en tout cas réussit à vendre un service ou un produit, c'est génial. Ça veut dire que vos efforts marketing portent leurs fruits. Parce que le marketing, hein, ça vient du mot market, qui veut dire marché, hein, qui veut dire qu'on a une offre et une demande. Et à un moment donné, les deux doivent se rencontrer. Maintenant, tu parlais d'émotionnel hein, tout à l'heure, toi aussi. Donc en fait, le Saint Graal, je dirais, ce serait qu'en plus de vendre, ta marque, qu'en plus de vendre, tes consommateurs, enfin ta cible, soit à 100% derrière ta marque. Et ça, on les appelle les évangélistes, ou enfin voilà, des gens qui ne croient que par ta marque. Comme chez Apple, par exemple. Et là, c'est le Saint Graal. Et donc vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous voyez un travail fini? Alors, oui, je reviens à ta question du coup. Je suis obligée de dire les deux. Hein. Moi, j'ai une meilleure satisfaction si effectivement ma cible, elle comprend ce que j'ai voulu dire en pensant que c'était le message qui leur était adapté, tu vois. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, le marketing, c'est pas une science exacte, hein, mais on doit pouvoir se baser sur des critères, sur des informations, des données. Donc, encore une fois, quelque chose que vous faites un jour J, dans un contexte Y, ça peut rouler sans problème. Et la même chose 2 ans après, c'est le cas de Black & Decker avec leur super multitool. C'est exactement ça. Hein. Donc, il y a des questions de moment, il y a des questions de cible, il y a plein de différents critères qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à son but. Mais moi, j'aime les deux. Et j'ai une préférence, bien sûr, pour l'émotion que j'arrive à dégager. C'est pour ça aussi que je faisais des événements à la Bulb Crew. Parce que les événements, c'était le seul endroit où je pouvais me dire, OK, les joueurs adhèrent au jeu. Je pouvais le voir, je pouvais les interroger. Et donc,
ça m'aidait à cross-checker ce que j'estimais être la bonne solution ou la bonne façon de faire. Donc, quand je me dis le travail, tu m'as posé la question de vérifier si un travail est bien fini, bah, c'était ça en fait. C'était ça. Oui. Mais pour pas avoir, votre parcours, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans le jeu vidéo. C'est un choix ou alors ça s'est fait comme ça, c'est on va dire un peu le destin ou alors c'est un choix parce que les entreprises sont plus créatives, il y a plus de liberté? Non, bah oui, c'est un choix. De mon côté, c'est un choix. Alors, j'ai eu la chance de commencer aussi dans cette industrie quand j'ai fait mes premiers stages de longue durée en alternance. Mais j'avais vu le cosmétique de luxe, hein, je vous avais dit. Bon, c'était pas pour moi. J'adorais faire les affiches publicitaires, des choses comme ça, mais le milieu ne me correspondait pas. J'avais été en plus je vous avais dit, dans une école, quand j'ai passé mon bac scientifique, j'étais dans des lycées en fait, qui étaient à majorité masculine. Je pense que j'adhère bien dans les secteurs en fait, plutôt masculins. Mais voilà, les cosmétiques, ça restait super intéressant. Mais le jeu vidéo, pour moi, c'était un peu plus... Il y avait peut-être un petit peu de revanche aussi de mon côté, parce que mon père ne voulait pas que je joue. Donc, je n'avais pas le droit de jouer, mais bon, j'avais un super grand frère qui m'apportait des jeux, et donc je pouvais jouer en cachette. Et du coup, à Activision, d'ailleurs, j'ai travaillé sur un de mes jeux préférés qui s'appelle Monkey Island, qui est un jeu LucasArts que je recommande vraiment à tous. Et en fait, voilà, c'était mon plaisir ce jour-là de travailler dans l'industrie du jeu vidéo et de dire à mon père, ouais, tu vois, tu m'interdisais de jouer à ça, puis je travaille dessus. Le jeu vidéo, pour moi, c'est une industrie en fait, où il y a de l'humour, du fun, de la créativité, comme tu disais. Les jeux eux-mêmes sont fun, ont de l'humour, sont créatifs pour la plupart, et ça correspond aussi à ma personnalité. Donc, c'était un choix. Aujourd'hui, je reste dans cette industrie. Je pourrais changer demain, hein. Je ne me ferme aucune porte. Mais c'est vrai que j'ai une attirance, une appétence pour l'industrie. Oui? Attends, tiens. Et, du coup, vous avez fait le marketing, etc. Donc, est-ce que pour les besoins de World of Tanks, par exemple, vous avez eu besoin d'aller sur le terrain ou c'était que du virtuel? Ouais. Tu veux finir ta question ou non, c'est bon? On a des intervenants qui nous disaient comme quoi ils étaient partis sur le terrain pour par exemple, écouter des bruits d'armes à feu, etc. Ouais. Oui, alors c'est une très bonne question et ça d'ailleurs je le faisais aussi à Black Edeka. Oui, moi j'allais aussi sur le terrain. Alors il y avait un événement notamment que j'avais fait qui s'appelait Saumur en uniforme, qui est un événement qui se passe à Saumur et qui relatait en fait toutes les... Comment dire bon, ça relatait toutes les guerres, c'est pas tout à fait ça, mais en fait toutes les machines de guerre étaient réunis dans cet événement-là, notamment les tanks. Et donc, j'avais positionné un stand en plein cœur de Saumur en uniforme, mais parce que c'était intéressant d'un point de vue opération, marketing, pour attirer en fait les gens qui sont un petit peu historiens et qui adhèrent en fait au jeu, parce que dans le jeu, il y avait des choses très très précises auxquelles qu'ils recherchaient en fait. Hein. S'ils cherchaient un modèle de tank, ils allaient vérifier qu'il avait les compétences qu'ils pensaient. Mais aussi pour vérifier en fait effectivement les cibles, comment elles réagissaient. Moi, j'avais du mal à me dire qu'un monsieur de 60 ans joue à World of Tanks. Parce qu'à côté de ça, on a des personnes qui ont 15 ans et qui jouent à World of Tanks, mais qui n'ont pas du tout la même façon de voir le jeu. Mais pas du tout. Donc c'était très important, ouais. Et à Black Edeka, c'est aussi ce que je faisais, d'aller voir les cibles. Je crois que c'était la dernière question, parce que sinon tu vas louper tout. Donc on peut D'accord. l'apprécier. Merci à vous. Merci de votre accueil. Bon. Merci encore de votre accueil et puis bonne chance pour la suite. Et peut-être à bientôt.